Alors, bienvenue à toutes et à tous à cet atelier qui est consacré à une réflexion, en présentation et en réflexion sur des projets, des modèles d'alternatives à l'hospitalisation psychiatrique et également à des propositions, des projets innovants pour améliorer également le contenu des hospitalisations psychiatriques pour nos jeunes patients avec psychose débutante. Peut-être je me présente, je m'appelle Alessandra Solida, je travaille au canton de Neuchâtel, au centre neuchâtelois de psychiatrie, et j'ai l'honneur aussi de modérer cet atelier et d'introduire mes collègues, les conférenciers qui viennent respectivement du Québec, Laval, de Paris, France et de la Belgique. Peut-être un mot d'introduction, même si probablement pas nécessaire, parce que vous êtes tous des cliniciens avertis et conscients de la question que cet atelier aussi souhaite débattre. Et on va, j'espère, après pouvoir échanger activement entre nous. Disons, évidemment, les alternatives aux hospitalisations psychiatriques ont trouvé leur place et leur développement grâce aussi au virage communautaire, au virage ambulatoire. L'hôpital psychiatrique est désormais, dans la grande majorité des systèmes de soins, une étape dans une trajectoire des soins qui vise à accompagner le plus possible le patient dans son milieu et d'accompagner son rétablissement dans le milieu. Et en général, les alternatives aux hospitalisations psychiatriques, il y a plusieurs modèles qui visent effectivement les traitements intensifs pour éviter l'hospitalisation en elle-même, mais également pour des initiatives pour réduire la durée des séjours et également pour prévenir pour diminuer les taux de réadmission. Donc, il y a comme ça une thématique générale autour des alternatives aux hospitalisations. Et puis, cet atelier, évidemment, touche la population de nos patients particulièrement, et c'est un thème particulièrement relevant dans la mesure où, certainement, ça dépend des systèmes de soins, du degré d'organisation et de développement des systèmes de soins, mais encore aujourd'hui, trop fréquemment, les jeunes patients avec psychose débutante intègrent approchent les soins psychiatriques par les biais de la case hôpital psychiatrique comme première entrée et le plus souvent, dans ces cas-là, de manière non volontaire et donc sous contrainte. Et on sait, bien que finalement, ce n'est pas si étudié que ça, mais on sait, les cliniciens savent que la contrainte et les hospitalisations psychiatriques non volontaires ont un impact traumatique sur le patient, sur son chemin de rétablissement, sur l'alliance qu'il peut tisser avec un système de soins qui l'accueille finalement avec ces modalités. Évidemment, la psychose en elle-même est traumatique, mais on sait que la participation de la contrainte, quand elle intervient, péjore nettement ce tableau. Donc, on a besoin de repenser, de penser les alternatives à l'hospitalisation psychiatrique, comme on a besoin aussi peut-être de réfléchir à un hôpital psychiatrique qui ait un contenu qui tienne compte de l'effet traumatogène de nos interventions dans certaines conditions pour nos patients psychotiques. Donc, je permis que les taux de participation se stabilisent définitivement. Et donc là, j'ai le plaisir de laisser la parole à nos conférenciers.
notamment d'introduire en premier la doctoresse Sophie Lheureux, psychiatre au PEP à Laval, au Québec, qui va nous parler en première. Est-ce que j'étais correcte ou je... C'est l'Université Laval, mais c'est à la Ville de Québec. Désolée, mon ignorance. Il faudra que je vienne visiter le Québec et j'améliore ma connaissance. Merci. Merci. Laval est une ville au sud de Montréal, donc au nord, oui, c'est ce que je voulais dire, désolée, plutôt au nord de Montréal. Donc, c'est pas du tout la même chose. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, on m'a demandé de présenter sur le modèle du Québec, qui est le traitement intensif bref à domicile de TIBD. Je ne travaille pas dans cette équipe-là. Je travaille vraiment dans l'équipe de premier épisode psychotique de Québec. Mais j'ai consulté mes collègues qui travaillent dans l'équipe pour les besoins de la présentation. Et la raison pour laquelle je présente, c'est qu'on a une grande interface entre nos patients qu'on suit à la clinique PEP et les patients qui sont suivis au TIBD. Puis je vais vous en faire part. Oups, c'est pas le bon. Ici, oui, ça va. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Le TIBD est un modèle qui a été développé au Québec depuis 2009. Ça a commencé par une équipe à Québec. Il y a maintenant 2 équipes à Québec et il y a maintenant plusieurs équipes qui sont en train d'être mises de l'avant à travers la province avec un financement spécifique du gouvernement à cet effet. Les critères d'inclusion, ça s'adresse à une population adulte et l'objectif du TIBD, c'est vraiment d'essayer de prévenir des hospitalisations, de les raccourcir. Donc, vraiment une intensité de symptômes qui, normalement, sans l'équipe du TIBD, aurait requis une hospitalisation, soit de façon immédiate, soit dans les jours qui suivent. Faut que la personne ait un milieu de vie stable, donc un logement ou un milieu de vie temporaire, être hébergé chez un proche, chez un membre de la famille, ou un milieu qu'on appelle substitut, par exemple un séjour au centre de crise. Donc, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est dans la rue, sinon ça serait un autre mandat qui dépasserait les possibilités d'intervention du TIBD. Il faut aussi que le patient et ses proches soient minimalement collaborateurs. Si on a un patient qui veut absolument pas que l'équipe vienne chez eux ou qu'on a une famille qui est complètement contre cette intervention-là, ça fonctionnera pas. Donc, faut au moins qu'ils disent oui à l'entrevue d'évaluation. Et qui disent oui à une intervention qui, au début en tout cas, est de 1 à 2 visites par jour, et qui disent oui aussi à une supervision quotidienne de la médication parce qu'on veut s'assurer au TIBD que la médication est prise de façon régulière pour ne pas que ce soit un enjeu qui puisse expliquer notamment une décompensation. Les critères d'exclusion, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'il y a, c'est évidemment un risque suicidaire ou hétéro-agressif qui serait trop important ou des problèmes majeurs qui entraveraient le potentiel de collaboration, par exemple un diagnostic en comorbidité de TI-DSA au premier plan, des troubles cognitifs sévères, un trouble de personnalité ou une toxicomanie au premier plan. Mais on s'entend qu'on a beaucoup de comorbidités de troubles de personnalité et de toxicomanie, mais si c'est vraiment ça la majeure et que finalement le trouble psychotique n'est pas actif, ils ne les prendront pas dans leur équipe. Ils vont établir un système de priorisation qu'ils ont changé récemment d'ailleurs. Avant, c'était vraiment les patients qui se présentaient à l'urgence qui passaient avant tout le monde. Là, maintenant, ils se sont rendus compte que non, si on veut éviter justement que les patients soient envoyés à l'urgence, il faut qu'il y ait le même degré de priorisation pour le patient qui soit à l'urgence ou qui soit en clinique externe. Donc, ça permet de court-circuiter l'urgence qui déborde. J'imagine qu'ailleurs qu'au Québec, c'est la même chose qu'au Québec. Donc, ça déborde beaucoup. Donc, la priorité 1, c'est vraiment un patient qui devrait être hospitalisé le jour même, qui ne peut pas retourner chez lui avec le même suivi qu'il a jusqu'ici. Donc, à ce moment-là, c'est leur priorité 1. Leur priorité 2, c'est que ça soit dans les jours suivants, que le patient soit à l'urgence ou en clinique externe. Et leur priorité 3, ça peut être des patients qui ont été hospitalisés parce que, mettons, ils étaient très désorganisés en arrivant à l'urgence, mais que, par exemple, il peut avoir un impact de la consommation de drogue 2 jours, 3 jours plus tard, ils sont mieux, ou ils avaient arrêté leur médication 2 jours, 3 jours plus tard avec la médication régulière, ils vont mieux, et on pourrait envisager une sortie de l'hôpital, mais avec un suivi plus intensif. À ce moment-là, leur critère, il faut que le patient soit hospitalisé depuis moins de 7 jours.
Le fonctionnement, alors c'est une équipe qui est interdisciplinaire avec psychiatre, infirmier, travailleur social, éducateur, pharmacien, un pharmacien à temps partiel. Il y a une disponibilité de 8 heures à 23 heures et de 23 heures à 8 heures, il y a une entente de service avec le centre de crise de la région qui va répondre aux appels s'il y a un problème. Ils ont 2 réunions par jour pour s'assurer d'une bonne cohérence de leurs interventions et d'un bon soutien à l'intérieur de l'équipe. Et il y a aussi une collaboration qui est maintenue avec l'équipe traitante habituelle, par exemple l'équipe de premier épisode psychotique, avec les ressources communautaires et avec le médecin de famille s'il est impliqué. Pour le suivi, alors je disais qu'au début, il y avait quand même des visites assez régulières, donc on parle de 2-3 visites par jour généralement au début. Après ça, lorsque le patient se stabilise, on peut aller à 1 à 2 visites par semaine. Tout ça se fait sur un intervalle de, vous voyez, ça c'est l'équipe qui m'a envoyé leurs données de 2022-2023. Leur majorité était des suivis de 5 à 8 semaines, mais si on regarde vraiment la clientèle des troubles psychotiques ou des troubles bipolaires, on est plus dans un 9 à 12 semaines. Le pourcentage augmenterait là, chez cette clientèle-là. Évidemment, pour une équipe d'hospitalisation à domicile, il faut absolument assurer la sécurité. Il faut que ça soit au premier plan de nos considérations. Alors, il va y avoir une évaluation importante qui est faite avant avant l'acceptation finalement du patient dans leur équipe. Et c'est une des premières questions quand nous on réfère à leur équipe. C'est une des premières questions qu'ils vont nous poser, à savoir est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une dangerosité suicidaire, une dangerosité agressive qui est importante, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être géré en externe? Pour leur visite à domicile, leurs premières visites sont toujours à 2 intervenants et pour certains patients, leurs visites vont toujours être à 2 intervenants. Ça va vraiment dépendre du patient. Ça va dépendre du milieu de vie aussi. Est-ce que le patient est avec sa famille qui peut offrir une certaine sécurité à ce niveau-là ou non? Ils peuvent intensifier temporairement les contacts jusqu'à 4 fois par jour. Les principes de sécurité de base qui sont appliqués à domicile, donc s'assurer d'avoir toujours accès à la porte, pas être dans un petit recoin du logement dont ils ne pourraient pas sortir. Vérifier qui est présent, donc demander systématiquement qui est présent dans le logement et toujours vérifier de façon systématique s'il y a des armes qui sont présentes dans le logement et si le patient a des armes. Il peut y avoir un patient qui est chasseur, mais il faut à ce moment-là vérifier où est-ce qu'elles sont rangées, puis est-ce qu'elles sont rangées sous clé et s'assurer de cet aspect-là. Si le patient est agité, ils vont plutôt proposer de le rejoindre à domicile, mais d'aller marcher à l'extérieur, d'aller dans un lieu public et évidemment offrir la médication aux besoins. Ils peuvent aussi lui proposer un hébergement dans un centre de crise le temps que le risque diminue et que l'état mental s'améliore. Et à ce moment-là, ils continuent leur suivi, leur équipe continue le suivi, même si le patient est hébergé au centre de crise. Et évidemment, des discussions régulières. Les avantages, donc on voit que ça évite et ça écourte les hospitalisations, ça assure un principe de proximité et d'accessibilité, c'est-à-dire que ça devient finalement une expérience qui est beaucoup plus normalisante pour les patients que de se ramasser à l'urgence psychiatrique. L'urgence psychiatrique où moi je travaille quand je suis de garde, c'est un petit endroit où il n'y a aucune lumière. Je serais même pas capable, moi, de travailler là à temps plein. Je trouverais ça déprimant. Il n'y a pas de lumière. Tout le monde est un peu entassé. Fait que on s'entend que c'est pas une expérience qui est agréable. Et alors que quand il y a une hospitalisation à domicile, les gens sont dans leur milieu de vie, avec les avantages qu'il y a d'être avec leur milieu de vie, entourés de leurs proches. Ça permet aux patients et à ses proches de sentir un plus grand sentiment de contrôle sur son traitement, de participer de façon plus active à son traitement aussi. Et finalement, une expérience de soins qui peut être beaucoup plus positive que celle d'une visite à l'urgence et d'une hospitalisation. Ça permet aussi à l'équipe du TBD, mais à l'équipe traitante, comme psychiatre à l'équipe PEP, d'avoir accès à des informations qui sont difficilement accessibles autrement. L'état des lieux, la consommation réelle de substances, le contenu des symptômes versus une base de réalité. Quand quelqu'un nous dit le voisin il fait toujours beaucoup de bruit, des fois on se demande bon, est-ce que ça fait partie des hallucinations ou est-ce que c'est réaliste? Avec une intervention à domicile, ça nous permet d'évaluer la part de réalité.
Ça permet aussi d'évaluer les différents besoins, les besoins de base, les besoins familiaux, sociaux, communautaires de la personne, d'intervenir auprès des proches, de donner du soutien aussi auprès des proches. Puis ça, c'est essentiel parce que ça a un impact sur le rétablissement et sur la prévention des rechutes. Et ça permet aussi des interventions importantes sur l'observance médicamenteuse. Donc, comme je disais, au début du suivi, systématiquement, l'équipe de TIBD va donner la médication. Donc, on s'assure d'une bonne observance médicamenteuse, mais dans le cours de leur suivi, ils vont tester l'observance médicamenteuse. Donc, ils vont laisser le patient le prendre de façon autonome pour voir est-ce que finalement, ça va mieux se passer quand le suivi va être moins serré. Puis d'aider le patient à avoir des trucs aussi pour pallier aux problèmes d'observance. Les interventions avec le PEP, alors on peut avoir l'équipe du TIBD qui s'implique en transition avant le suivi PEP. On a ça des fois des patients qui arrivent à l'urgence et qui nous sont référés de l'urgence, mais qui ont besoin d'une intensité de suivi, puis quand notre équipe PEP, on n'est pas capable de prendre en suivi immédiatement, alors le TIBD peut les prendre en suivi, puis ensuite nous les référer. Ou suite à une hospitalisation, un début d'hospitalisation, puis ensuite, ils vont tout de suite avec l'équipe TIBD pour minimiser l'aspect traumatique d'hospitalisation. Et en 2022-2023, les statistiques qu'on avait, c'est qu'un tiers des intégrations à la CNDV, c'est notre clinique, la clinique Notre-Dame-des-Victoires où je travaille. Donc, là, il y a un tiers des intégrations à la CNDV qui provenaient du TIBD. On a aussi, finalement, un tiers des suivis TIBD qui se passent pendant le suivi, notre suivi à la CNDV, donc évite une hospitalisation. À la clinique où je travaille, on a à peu près 235 patients actuellement. On a une approche de gestionnaire de cas où on a un suivi serré qui peut avoir plusieurs interventions par semaine, un peu comme il était mentionné ce matin. Des interventions dans la communauté aussi qui sont possibles par le gestionnaire de cas de l'équipe PEP. Mais quand ça devient trop intense, à ce moment-là, on réfère au TIBD. Puis on a vérifié, dans la dernière année, on a 10 de nos patients qui ont bénéficié de suivi TIBD à un moment donné ou à un autre. Or, ça devient donc une alternative à l'hospitalisation pour notre clinique PEP quand on a une désorganisation psychotique aiguë qui justifie un suivi serré, soit parce que la fréquence des interventions dépasse les possibilités de notre équipe, si ça prend plusieurs interventions par jour ou des interventions vraiment quotidiennes pendant plus que quelques jours. Si on a une intensité des symptômes qui est vraiment importante, l'hospitalisation est requise, mais le patient refuse, puis on n'a pas de dangerosité, une mesure légale active qui permet une hospitalisation contre son gré. Si on doit assurer une supervision temporaire de la prise de médication, ou aussi parfois dans les cas d'introduction de clozapine quand on a un patient qui est peu fiable ou sans soutien d'un tiers pour sa prise de médication. Un exemple bref, j'ai un patient il n'y a pas longtemps qui vivait dans une région un petit peu éloignée, un peu à l'écart de Québec, et qui avait arrêté sa médication. Et l'intervenant, la gestionnaire de cas m'avise au début de la semaine que ce patient-là prenait plus sa médication, mais il lui semblait vraiment, vraiment très excité au téléphone. Il était vraiment à manie psychotique. On essaie de lui donner rendez-vous à la clinique. Il veut pas venir. On finit par faire un rendez-vous Zoom. C'est le rendez-vous qui m'a donné le plus mal au cœur de ma carrière parce que le patient était avec son iPhone puis il arrêtait pas de bouger, là. Alors, tout ce qu'on voyait, c'était une image bien floue. Finit par se faire amener le lendemain avec sa mère à la clinique. Je pensais réussir à avoir des arguments pour le mettre en garde, l'obliger à être hospitalisé. Il était calme, il collaborait pendant 1 heure d'entrevue. Il avait réussi il avait recommencé la médication depuis la veille. Il avait réussi à se calmer, mais le lundi, on apprend qu'il était encore quand même excité, plein de projets. Il nous inquiétait. Encore une fois, pas de dangerosité nous permettant de l'hospitaliser contre son gré. Alors là, on a demandé l'équipe TIBD parce que de toute évidence, notre équipe, c'était vraiment très, très difficile d'assurer un suivi. Et le TIBD sont venus à la clinique, le patient ne s'est pas présenté, le TIBD a accepté de finalement faire leur entrevue d'évaluation à domicile avec la gestionnaire de cas et le patient a pu être pris en charge. Puis le patient, comme il était vu dans son milieu, bien, il a très, très bien collaboré à ça et il a accepté son suivi. Et ça a assuré aussi l'observance médicamenteuse avec leur intervention quotidienne.
Le TBD permet donc de limiter les hospitalisations. Nous, on a un taux là, dans la dernière année de 19% d'hospitalisation, ce qui est un peu trop élevé, comme on disait ce matin. Donc, limiter les hospitalisations pour les patients pour qu'il y ait vraiment une dangerosité suicidaire ou hétéroagressive active. Quand on a une intensité des symptômes qui nécessite le TBD, mais que le TBD n'a plus de place, c'est pas disponible. Quand on a un milieu très précaire qui rend un suivi à domicile non sécuritaire, quand on a un patient non traité en attente de jugement d'autorisation de soins, ou quand on a un patient sous mesure légale, jugement d'autorisation de soins, ça c'est le jugement qui permet de traiter le patient contre son gré. Ou le tribunal administratif du Québec, ça c'est les patients qui sont déclarés non responsables pour cause de trouble mental. Puis ce patient-là est instable au niveau psychotique, mais qui refuse les rendez-vous malgré des interventions dans la communauté. Alors, en conclusion, pour nous, ça nous semble une équipe très utile pour favoriser la transition entre l'hôpital et la clinique PEP, pour éviter ou raccourcir les hospitalisations et pour permettre un suivi très intensif dans la communauté. Donc, ça nous semble très positif tant pour le patient que pour les proches, les intervenants et pour le système de santé en général. Merci beaucoup, Sophie. Je propose, je ne l'ai pas dit au début, qu'on enchaîne effectivement les présentations et qu'on fasse effectivement débat, questions à la fin, bien que... Mais merci, très intéressant. J'ai le plaisir d'introduire Madame Dominique Villard, psychologue au programme équipe CIJAD. Dans le service du professeur Krebs que vous avez entendu ce matin. À Paris. À Paris, voilà. Et en fait, je vais déjà... alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je vais déjà juste vous montrer ce qu'est le CESAD, parce que c'est simplement un lieu de consultation. Nous n'avons pas d'hospitalisation et l'idée, c'est d'accompagner les jeunes et leurs familles pour ne pas avoir besoin de l'hospitalisation. En fait, on veut proposer une évaluation clinique qui est évidemment multidisciplinaire. On veut permettre un accès à un service de santé mentale spécialisé. Et puis l'idée, en France, on est quand même pas mal en retard, même si tous ceux qui sont présents ici sont tout à fait, à la pointe de ce qu'on peut faire, je le sais. Mais en France, ça peine encore à se développer, même si ça va mieux. Et puis l'idée, c'est de proposer au PEP, au premier épisode de Psychotique, un suivi personnalisé avec un suivi sur 2 ou 3 ans. Et en fait, je voulais vous montrer ce schéma parce que nous l'avons affiché dans la salle d'attente pour simplement montrer quelles sont les différentes façons de venir, d'être suivi dans notre service au CEJAD et de montrer tout ce qu'on peut proposer. Alors, ce que je vais proposer, développer un tout petit peu plus, c'est ce qui est en rose. C'est ce suivi pour les premiers épisodes psychotiques et suivi qu'on met prioritairement en place pour les parents et pour les jeunes. Et dès la salle d'attente, en fait, on va afficher qu'on travaille et avec les familles et avec les jeunes. Et en fait, c'est comme ça que nous avons choisi d'ouvrir une unité spécifique dans l'accompagnement des familles. Parce qu'en fait, on en parlait ce matin, et c'est d'une richesse extraordinaire de travailler avec les familles. Ça change complètement l'alliance avec les jeunes, et ça change aussi, on prenait des exemples ce matin, mais même en fait avec des personnes où on se dit ce sont des Européens, il n'y a pas de difficulté, si la stigmatisation de la psychiatrie, et puis toutes les habitudes culturelles, parce que on est tous d'origines très diverses, avec des descendances très différentes, et ce moment où d'emblée on dit de toute façon la famille va être reçue par un binôme de l'équipe. Et alors du coup, en fait, on a mis en place, alors certains le connaissent peut-être, c'est le programme BREF. Et en fait, c'est parce que l'idée, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser tellement aux aidants. D'abord parce que en France, je crois que c'est pas un scoop pour les Français, les aidants sont très mal vus. Les parents, mais au sens plus large, sont encore régulièrement mis de côté en disant mais non, mais on va pas travailler avec eux, ils sont toxiques, on leur parle pas, moins on les voit, mieux on se porte. Or en fait, les aidants, ce sont des partenaires clés, mais les études ont montré que ce sont des partenaires clés, mais avec en fait très vulnérables, beaucoup plus que la population générale.
Et d'où l'idée, c'était de mettre en place des programmes de psychoéducation familiale, où on va leur donner des connaissances et des compétences, on va faire un partage de connaissances et de compétences, on va mobiliser les ressources pour favoriser l'autonomie, et puis mettre en place des stratégies qui soient personnalisées. Et donc, si je reprends simplement les recommandations internationales, l'idée, c'est de dire qu'une prise en charge précoce et systématique des aidants est importante pour initier un parcours d'accompagnement des familles. Et c'est d'une richesse extraordinaire. Alors, ne sachant pas ce que vous connaissez, je vous ai quand même mis 2-3 diapos sur le programme Bref, qui est un programme en 3 séances, 3 fois 1 heure, 1 heure et demie, qui s'adresse à l'ensemble des familles, hein, donc on va dire pas les jeunes enfants, mais au-dessus de 14 ans, ça peut être un grand-parent qui est présent aussi parce qu'il est très présent, ça peut être une sœur, un frère, en plus des parents ou à la place. Et c'est vraiment ce qu'on appelle une porte d'entrée, un premier contact. Et c'est un programme qui est complètement systématisé, qui a été développé par l'équipe de Lyon avec Romain Ray et l'UNAFAM. L'idée, c'est de dédramatiser ce qui se passe en psychiatrie, en fait, tout simplement. De déculpabiliser les familles, parce qu'on en parlait tout à l'heure au déjeuner, les familles, on les culpabilise encore beaucoup et elles se sentent coupables. C'est de développer une alliance thérapeutique et d'individualiser leur accueil, et puis d'informer sur les dispositifs d'aide, parce que quand vous êtes hospitalisé dans n'importe quel hôpital en dehors de la psychiatrie, en fait, on vous explique comment ça fonctionne, ce qui se passe, à qui vous pouvez faire référence. Et moi, je me rappelle des fois avoir quand même souri quand on dit « Mais si, attendez, j'ai vu, c'était une médecin. » Ah oui, mais elle était blonde. D'accord, mais après, on est 2000 dans l'hôpital Sainte-Anne, ça ne me permettait pas beaucoup de savoir comment ça allait se passer. Donc l'idée, ça a été de développer ce programme, et c'est systématique, c'est avec ou sans l'accord du patient, puisque en fait, on ne va pas parler spécifiquement, les parents vont poser des questions, mais on ne va pas donner d'informations médicales. Et en fait, comme on l'affiche dans la salle d'attente comme étant un programme systématique proposé à tout le monde, en fait, les jeunes, ils sont plutôt d'accord, et ils sont même en fait assez ravis qu'on propose quelque chose à leur famille. On reçoit toujours la famille à deux professionnels de santé, si possible, deux professionnels différents. Et la 3e séance, c'est avec un bénévole d'une association. Et évidemment, l'ensemble des personnes qui reçoivent, il y a une formation pour ce programme. Le secret médical est respecté, et le programme Bref, il est vraiment pour les aidants. C'est un lieu d'espace, de parole pour les familles. Elles peuvent poser toutes les questions qui leur passent par la tête, sans leurs proches, ce qui fait qu'elles se sentent très libres et qu'elles peuvent poser vraiment toutes les questions. Par exemple, moi, la dernière fois, j'ai une maman qui m'a dit, mais en fait, et c'est comme ça que je l'ai appris, le traitement, là, mon fils, il ne le prend pas parce qu'il y a des ondes négatives dans votre traitement. Alors, je dis, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus ? Et en fait, elle m'explique que de croyances, voilà, un traitement, parce qu'elle a bien vu, ça fatigue son fils. Mais en fait, on a été d'accord, on s'est mis d'accord sur l'idée qu'en fait, elle pouvait imposer ses mains sur le traitement pour enlever les ondes négatives, et que du coup, elle acceptait de donner le traitement à son fils. Ça n'aurait jamais pu se faire s'il n'y avait pas eu cette séance où on a pu tranquillement accueillir les questions les faits racontés sur ce qui se passe à la maison. Donc 3 séances, et puis un dernier appel 3 mois après, où on essaye de refaire le point sur les objectifs qu'on s'est fixés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, nous, on construit un parcours d'accompagnement, et dans l'idée du PEP, c'est de proposer le programme I Care, You Care, programme qu'on a développé en suivant les recommandations internationales, en disant, oui, il faut de la psychoéducation, oui, il faut intégrer les proches dans le parcours de soins, oui, il faut des thérapies cognitives et comportementales dans ce programme. Et l'idée, ça va être pour les PEP, justement, de voir tout ce qu'on peut proposer aux familles et aux jeunes en parallèle, parce que la place des aidants, elle est primordiale. Les jeunes qu'on reçoit, nous, on les reçoit de 16 à 30 ans.
Pour autant, on a vu qu'ils sont de plus en plus jeunes. Et quand vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans, en fait, en tout cas à Paris et en région parisienne, eh bien, vous vivez chez vos parents. Ce sont les parents qui s'occupent de tout, ce sont eux qui gèrent le quotidien, qui font à manger, qui font les courses, qui s'occupent de l'hygiène de vie, du rythme de vie, qui donnent un rythme au quotidien. Donc, on a tout intérêt à tenir compte de la famille et à travailler avec eux pour justement leur permettre d'être actifs dans ce qui va se passer. Et puis, les études ont montré que l'impact de la psychose sur la dynamique familiale est extrêmement important. Quand vous avez votre enfant qui tout d'un coup fait des choses que vous ne comprenez pas et qui a l'air d'être en souffrance, et bien, il y a évidemment une répercussion. On a montré que l'implication de la famille permet de réduire les symptômes et permet de diminuer les rechutes. Donc, on va proposer ces programmes en parallèle aux jeunes et à la famille. Et puis, ça va permettre pour les parents, justement, de commencer aussi tout ce qui est le travail de déstigmatisation. Parce que dès qu'on vient en psychiatrie, et alors à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, c'est encore, pour certains, c'est l'endroit où on enferme les fous. Vous imaginez bien que quand vous avez votre enfant de 17 ans, que vous venez à Sainte-Anne, c'est quand même très compliqué. Donc c'est important, et puis la culture, tout ce qui circule dans la culture de la société, stigmatise beaucoup la psychiatrie, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et ça permet donc d'engager non seulement le jeune dans cet accompagnement, mais aussi sa famille. Pour la famille, et c'est l'idée pour moi, c'était de dire, je vais un peu plus accentuer sur tout ce qu'on fait pour la famille, même si le programme, je vais vous le montrer après, il se fait totalement en parallèle dans les séances. C'est apprendre des techniques de communication aux parents pour justement mieux fonctionner, pour que ça ait un impact positif sur les symptômes psychotiques. C'est comment je fais, parce que la dernière fois, quand je lui ai dit ça, il est parti, il a claqué la porte. Donc, toutes les techniques de renforcement positif, tout ce qui permet d'améliorer le fonctionnement du quotidien, le fonctionnement social. On a évidemment utilisé toutes les techniques de thérapie cognitive et comportementale pour la diminution du stress, la diminution de la symptomatologie dépressive et anxieuse, et sur le fardeau ressenti. Ces programmes, ils ont été élaborés. Alors, vous voyez qu'on travaille toujours beaucoup avec le Canada, puisque avec l'accord de Tania Lecomte, j'ai aussi utilisé évidemment avec mes collègues ce qui est fait dans le programme avec et TCC de Tania Lecomte, donc qui était pour le premier épisode psychotique. Je travaille dans le réseau Profamille depuis de nombreuses années, donc j'ai aussi utilisé les techniques du réseau Profamille, et puis avec tout ce que j'ai pu faire sur les groupes de gestion du stress de ma collègue Anne-Victoire Rousselet. Et on a vraiment fait un programme, on a construit un programme avec les familles et avec des patients qui nous ont aidés pour combiner ces deux approches. On a deux groupes strictement en parallèle, c'est-à-dire nous, c'est le lundi soir, 18h à 20h, même jour, dans deux salles différentes évidemment, un groupe de jeunes et le groupe des parents. Nous animons évidemment à deux à chaque fois. Les animateurs sont bien sûr formés pour pouvoir animer ce programme. D'ailleurs, je vous ai amené des petits flyers si ça vous intéresse. Le but de ce programme, c'est de diminuer le risque de rechute après un premier épisode psychotique. C'est d'améliorer la symptomatologie clinique, mais la qualité de vie du quotidien. C'est d'acquérir des stratégies de coping et puis la communication au sein de la famille. On a mis des critères, évidemment, dans les deux groupes. C'est 16-30 ans ayant un premier épisode psychotique récent, avec des symptomatologies évidemment variées. Les patients stabilisés, mais relativement, ils sont quand même aussi des fois un peu délirants, ça arrive. Et puis on essaye, mais ça toute personne qui anime des groupes le sait, on essaye d'avoir des groupes où on n'a pas, par exemple, 7 garçons et une fille, ou l'inverse, qui est quand même quelqu'un où on se dit je vais pouvoir travailler avec celle-là et je ne suis pas la seule fille ou le seul garçon face aux autres. Et puis on a aussi essayé d'avoir au moins des âges très proches, parce que quand vous avez 18 ans, quelqu'un qui a 28 ans, en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes questions par rapport à ce qui se passe, par rapport à votre quotidien, par rapport à la vie qui va se dérouler. Les parents qui viennent, c'est des parents au sens large. Ça peut être une sœur aînée aussi qui vient en plus s'il y a qu'une mère qui est présente. Mais on ne prend les parents que si leur enfant est présent.
On peut prendre un jeune sans ses parents, mais pas dans l'autre sens. Et là, je vous ai simplement mis en parallèle ce qu'on fait dans les deux groupes. Par exemple, on va travailler sur la gestion du stress. Les jeunes vont travailler sur leur gestion du stress avec toutes les techniques de TCC, mais les parents, ils vont travailler sur leur gestion de leur propre stress, pas sur celle de leur enfant, sur la leur. Et du coup, au début, ils sont un peu surpris, effectivement, mais ils s'y mettent très vite. Et on met les séances en parallèle, ce qui fait que comme elles sont au même jour, aux mêmes horaires, en fait, le soir, tout le monde repart ensemble, les parents et leur enfant, et ils échangent lors de ce retour. Et ça, on n'y avait pas pensé à l'époque. En fait, c'est une source d'enrichissement pour tout le monde à ce moment-là. Le retour, vous savez qu'à Paris, en Ile-de-France, on prend beaucoup le métro, enfin les transports en commun, donc ça prend un peu de temps. Et il y a comme une émulation. Ah oui, mais mes parents, moi j'ai bien vu, celle technique, ils n'arrivent pas à l'appliquer, moi je suis bien meilleure qu'eux, ou les parents qui disent, on a essayé, mais il s'est moqué de nous en nous disant qu'en fait on n'avait pas bien appris, qu'on n'était pas très bon. Voilà. Et du coup, ça crée une émulation, ce qui fait que les uns et les autres viennent à ces différentes séances. On va travailler, pour vous donner une idée, sur tout ce qui est justement, qu'est-ce que c'est un PEP. Alors là, à ce moment-là, effectivement, ils prennent les exemples de leurs proches, on leur amène d'autres exemples. On parle des traitements médicamenteux, à quoi ça sert, et des traitements non médicamenteux, puisque le traitement médicamenteux n'est qu'une première étape. Pour les jeunes, on sait qu'il y a beaucoup de troubles cognitifs, donc ils vont travailler sur des techniques pour leurs troubles cognitifs. Et après, pour les parents, ça sert à rien en fait. Donc on va travailler sur les techniques de communication, mais qu'on va appliquer au quotidien. Et c'est comme ça en fait, sans arrêt. L'idée, c'est de faire en parallèle des thèmes identiques avec un point de vue des jeunes et un point de vue des parents. Là, c'est juste pour vous montrer. Ça, c'est bon. Pas de problème. Là, c'est pour vous montrer justement donc ce programme iCare YouCare. Il est vraiment là, il a été construit. On a monté des modules de formation. Il y a un manuel de l'animateur, un cahier du participant et des fiches résumées. Et chacun repart avec les documents à la fin de la séance. L'idée de groupe, c'est parce que l'interaction entre pairs, on sait que c'est une forme d'exposition, mais que c'est extrêmement important parce que je ne suis pas seule comme ça. L'autre aussi, celui avec qui j'ai discuté tout à l'heure, en fait, il a des symptômes différents du mien, mais finalement, je peux peut-être dire que moi aussi, j'ai des symptômes, par exemple des hallucinations ou autre chose, mais ça permet de se dire je ne suis pas seule. Pour les parents, c'est pareil. C'est pas moi qui ai mal élevé mon enfant, c'est pas parce que j'ai divorcé c'est pas parce que j'ai été trop sévère, pas assez sévère, tout y passe. En fait, il y a d'autres parents qui ont l'air bien et en fait, ça leur arrive aussi. Donc, on arrive à travailler comme ça, de façon beaucoup plus ouverte. Et puis, les TCC, je redis, mais en France, c'était compliqué de mettre en place ces programmes avec des TCC. C'est quand même l'intervention qui est la plus recommandée à tous les stades de la psychose. Et je redis, c'est non seulement co-construit avec des personnes concernées, mais en fait, on essaye aussi d'animer avec un père aidant et d'animer avec un parent aidant, qui est un parent qui a déjà fait le groupe et qui vient nous aider à co-animer au moins certaines séances, puisque tout ça, c'est du bénévolat, bien entendu. Voilà, et c'était simplement pour vous présenter l'équipe du CEJAD. Et puis, en fait, c'est assez récent et on a juste commencé par publier un poster pour l'instant, mais voilà, c'est prévu, les données sont là, il va falloir qu'on continue à publier. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Merci. J'espère que rester, mais comme ça on peut préserver aussi le moment du débat. Exactement, c'est hyper important. Voilà, et plaisir, troisième et dernière conférencier, Nicolas Ratti, qui travaille en Belgique, et je lui laisse le soin de préciser Liège en Belgique, et qui finalement touchera... Pardon. Tu t'introduis, toi, avec ton argument aussi très important. Bonjour à tous, je suis psychiatre à Liège, en Belgique. Psychiatre dans un service qui s'appelle Cadran, un service plus spécialisé pour les jeunes, présentant une symptomatologie d'allure psychotique, et pour le programme d'intervention précoce Ecotone, dont je suis le psychiatre. Je vais vous présenter
un nouveau modèle de soins intensifs. Donc, on va ressortir de l'ambulatoire qu'ont présenté mes deux collègues oratrices et on va revenir vers de l'hospitalier. Ici, c'est un nouveau modèle qui est en train de s'implémenter dans notre hôpital, en pleine implémentation. Et je vais juste vous présenter les grandes lignes, les grands principes. Pourquoi ? Parce que, justement, je ne vais pas commencer à parler de résultats, même s'il commence à y en avoir. Parce que je trouve que, vu même mon niveau de rapport avec ce modèle, je préfère rester sur les grandes lignes et puis faire le lien alors avec les patients PEP. Il n'y a pas de conflit d'intérêt manifeste. Donc d'abord un petit mot quand même sur la situation en Belgique. On a une situation qui est très complexe, même si je sais qu'on est en Suisse, mais je pense que la Belgique bat encore la Suisse, avec une division. Voilà, on a un gouvernement fédéral, des régions, des communautés, des provinces. Pendant le Covid, on avait 9 ministres de la santé, donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Et donc, il y a un gros schisme également au niveau du réseau adulte et du réseau enfant, ce qui amène à complexifier encore une fois la situation. Et donc, on n'a pas, au final, contrairement, et ça me faisait presque pleurer tout à l'heure d'entendre le nombre d'équipes d'intervention précoce et de PEP au Québec. On n'a pas, nous, du tout de programme ambitieux allant dans ce sens-là. Il y a quand même quelques initiatives locales. On a eu la chaire de transition à Bruxelles, une équipe d'état-mentaux à risque qui est en train de se mettre en place sur Bruxelles aussi, et notre équipe PEP sur Liège. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne fait rien, du moins je l'espère. Il y a eu quand même quelques grandes réformes qui ont quand même été dans le sens de l'intervention précoce d'une certaine manière et pour laquelle qu'on va utiliser, nous, dans notre pratique du quotidien pour une équipe mobile comme la nôtre. Il y a d'abord une réforme qui s'appelle la réforme 107, je ne fais que la citer, mais c'est une réforme d'il y a une dizaine d'années qui était vraiment dans la désinstitutionnalisation des soins, fermeture de lits, mais avec quand même d'importants financements au niveau des équipes mobiles. Un groupe de travail fédéral sur l'intensification des soins dont je vais vous parler ici parce que c'est de là qu'émerge le programme, le modèle HIC. Et puis, à la suite de la Covid, il y a eu, pour la pédopsychiatrie, quand même d'importants fonds qui ont été libérés avec la création maintenant de centres de jour et d'équipes mobiles transition qui sont aussi beaucoup plus proches du modèle d'intervention précoce. Alors le HIC, c'est quoi et ça vient d'où? Ça veut dire High and Intensive Care, et en fait ça vient des Pays-Bas. C'est pour ça aussi que je trouvais intéressant de le présenter ici, parce que au niveau francophone, je pense que peu de gens ont entendu parler de ça. L'idée, c'était vraiment, dans les années 2010, les Néerlandais se sont posé la question de comment réduire la contrainte aux soins durant une hospitalisation et comment réduire la mise à l'isolement. Et ils ont vraiment utilisé une réflexion en profondeur impliquant la triade patient, famille et soignant. Et de cette triade, l'idée, c'était vraiment principalement de favoriser le rétablissement au domicile au maximum et que la crise ne soit plus quelque chose de dramatique, mais que ce soit simplement un épisode, dans un processus, et que ce soit absorbé comme ça à l'hôpital pour une période la plus courte possible. Et pour ça, ils vont en pratique amener des modifications au niveau d'accueil, et de l'accueil d'abord des soins, au niveau de la triade, au niveau de la mise en place de ce programme HIC avec des formations, des évaluations, des recherches, et également des fonds alloués aux aménagements des espaces hospitaliers. Moi, je vais décrire un petit peu les grandes lignes de ces 4 points. Donc, tout d'abord, l'accueil et l'abord aux soins. Comme j'expliquais, l'hospitalisation, en tout cas dans une unité HIC, va vraiment tenter d'absorber au maximum les périodes de crise, toujours dans un but de diminuer les contentions. Et donc il faut vraiment cette situation de crise, mais il faut aussi qu'elle soit rapidement absorbée. Si on met des gens sur liste d'attente pendant des semaines, ça n'a pas de sens. La crise va soit s'aggraver, soit se modifier, soit faire peut-être d'autres victimes ou être prise en charge alors par d'autres personnes. Donc il y a cet épisode de crise qui est nécessairement là. Et il va y avoir une politique très importante sur l'accueil des 5 premières minutes. C'est pas de 5 premières minutes d'anamnèse, c'est les 5 premières minutes de rencontre avec le patient. On va, si possible, par exemple, avoir une entrée
différer à l'hôpital pour pouvoir permettre aux patients de ne pas rentrer par l'entrée principale ni par l'entrée du service, la même que les autres patients, pour qu'ils puissent avoir leur propre entrée. Une chambre neutre, confortable, une salle neutre, confortable, on va leur proposer à boire, on va leur proposer de fumer une cigarette. L'idée, c'est vraiment de diminuer absolument l'opposition que peut avoir un patient aux soins, qu'il soit là sur base volontaire ou sous contrainte médico-légale. Il va y avoir déjà dans la première heure une évaluation, là un peu plus psychiatrique, avec anamnèse, mais également déjà une implication de la triade, parce qu'on va déjà avoir l'hétéroanamnèse de la famille et si possible l'hétéroanamnèse du réseau qui est présent chez le patient déjà à la suite de la première heure d'hospitalisation. Donc ça, c'est vraiment un marqueur très important. Pour ces services, il y a quand même des fonds qui sont dépensés avec une majoration d'une présence médicale, somatique comme psychiatrique, et un important renforcement du nursing. L'idée, c'est de majorer la présence des soignants, mais surtout leur disponibilité par rapport aux patients. Il y a vraiment une différence à faire entre présence et disponibilité, et c'est vraiment cet état d'esprit de se mettre à disponibilité des patients qui est important. Un bilan somatique dans les 24 premières heures, une logique de rétablissement qui va vraiment recouvrir l'ensemble de la prise en charge hospitalière, et rapidement aussi un investissement des pères aidants durant l'hospitalisation. On va travailler dans la continuité de soins avec des trajets de soins, des projets de soins individualisés, des plans de traitement impliquant le patient et même sa famille si possible, et des évaluations au quotidien des risques, et des risques par exemple d'agitation ou de devoir mettre quelqu'un quand même à l'isolement si c'est nécessaire. Les hospitalisations sont courtes, ou du moins on l'espère. On essaye de travailler par cycle de 3 semaines avec un maximum que ce soit renouvelable 2 fois, même pour des patients qui sont hospitalisés sous contrainte médico-légale. Et alors, un point important pour justement animer cette triade, ça va être ces discussions de coordination qui vont avoir lieu de manière systématisée après 24 heures, 3 semaines, 6 semaines et 9 semaines, si on va jusqu'aux 9 semaines, où on va vraiment tenter de impliquer et de garder l'implication du réseau et de la famille durant l'hospitalisation, parce que l'hospitalisation va rester seulement une parenthèse. Et donc c'est vraiment cette triade qui est au centre de tout, qui va jouer un rôle dès l'évaluation initiale, qui va jouer un rôle très régulier vu ces discussions de coordination, et au niveau de la logique, au niveau aussi de la famille, il y avait un point aussi important, c'est que à terme on peut même proposer des logements ou des chambres dans le service, dans l'unité, pour accueillir les familles, pour passer une nuit, pour pouvoir absorber certaines agitations de leurs proches, ou en tout cas stress plutôt de leurs proches si nécessaire. Donc il y a ce rapport à la triade, et donc dans cette triade il y a le réseau, et il y a vraiment un changement fondamental du réseau. Il faut imaginer que une unité HIC, c'est pas simplement un hôpital ou une institution qui décide de faire son unité, c'est vraiment une fonction HIC qui va englober un ensemble de réseaux, et donc c'est aussi un changement de philosophie et de politique pour le réseau de soins ambulatoires, avec un rapport modifié avec les soins. Ils vont être beaucoup plus vite impliqués, comme je le disais avant, et intervenir au sein du service, ce qui permet de limiter cet effet parenthèse ou mise à l'écart de l'hospitalisation, et après un retour à la vie comme avant. Ici, il y a vraiment une sorte de continuité de tous les intervenants. Alors, pour la mise en place, la formation, l'évaluation et la recherche, je vais juste citer rapidement, il y a eu un moniteur qui s'appelle le moniteur HIC qui a été développé et qui ressemble un petit peu au final au référentiel PEP québécois, parce qu'il nous donne des recommandations autour de 10 domaines, des recommandations il est facilement trouvable sur Internet, ce moniteur, des recommandations autour des points il y a des points ici, et des recommandations qui sont quand même assez profondes et ambitieuses par rapport aux structures des équipes, au processus des équipes, au diagnostic, au traitement, au plan de traitement, aux organisations des soins. Ici, je donne juste un exemple par rapport à comment est structuré ce moniteur
Si on prend le point 27B, le deuxième, par exemple, j'expliquais tout à l'heure qu'il y avait une évaluation somatique dans les 24 heures, et là, le moniteur, il nous demande, est-ce qu'il y a eu cette évaluation, même le samedi, même le dimanche, et en fonction de qu'il y a les recommandations à gauche, et puis en fonction de notre implication dans les recommandations, on va gagner des points et on va pouvoir s'évaluer et se scorer par rapport à notre manière de fonctionner et de la manière dont fonctionne le HIC. D'autres domaines, mais encore une fois qu'on ne va pas approfondir, l'observation, la professionnalisation avec énormément de formations qui vont être proposées aux équipes présentes dans les unités HIC. Un point sur le PPMM, donc en Belgique, c'est la situation médico-légale où on met un patient en soins sous contrainte, l'aménagement de l'espace, j'y reviendrai, la sécurité et les évaluations et les feedbacks sur la coercition et la contrainte justement des soins. Encore un petit exemple, voilà, avec le score ici qui est écrit. On voit ici qu'il y a de nouveau, est-ce qu'il y a une évaluation objectivable? Oui, non, si oui, hop, on monte dans les scores en fonction d'eux. Et après, en dessous, c'est est-ce que cette évaluation implique le patient? Si oui, est-ce que ça implique également sa famille? Et donc, au-delà de simplement des chiffres, on le fait dans, par exemple, 50%, il y a aussi qui est-ce qu'on implique et comment est-ce qu'on réalise ces réévaluations. Alors, comment ça se passe, la dynamique d'une unité HIC? Encore une fois, ici à gauche, on a ce qu'on vise toujours, le rétablissement au domicile, avec cette triade à l'extérieur, ambulatoire. Mais quand le patient arrive dans l'unité, il peut y avoir une évolution en fonction quand même de son état clinique et de son état d'agitation. On va parler en français, hein, c'est bien le jour. Donc ici, tous les mots sont mis en anglais, mais en gros, le HIC, c'est simplement le lit HIC, High Intensive Care. ICU, c'est ce qu'on appelle, nous, le studio de crise, je vais le définir après. Et le HSR, c'est l'isolement. Et en réalité, on essaye vraiment que le passage d'une chambre à l'autre, et même le passage vers l'ambulatoire et puis vers l'hôpital, soit la manière la plus transitoire possible, la plus fluide possible, et qu'il n'y ait pas de grosses cassures ou de grosses décisions un petit peu brutales prises pour le patient. Donc, les lits, justement, je vous l'explique. Donc, quand un patient arrive en unité HIC, il va dans une chambre HIC classique. C'est une chambre qui est confortable, on va voir des photos après, qui est déstigmatisante au maximum et qui est individuelle. Ça, c'est vraiment ce qui permet aussi de diminuer le nombre de patients par unité HIC, ce qui augmente indirectement, directement plutôt même le nursing et la présence des soins. Le patient, il va y rester 3 fois 3 semaines maximum, mais on imagine un état de stress, un état d'inconfort, un état d'agitation. On va pouvoir lui proposer, tout en évaluant la sécurité du personnel et du patient lui-même, de passer en studio de crise. Le studio de crise, on verra encore une fois des photos, c'est une chambre qui va avoir un confort différent, dans un but vraiment d'apaisement, avec un nursing quasi présent constamment dans la chambre avec le patient. Bien sûr, on s'adapte à la situation, et des rencontres avec le psychiatre beaucoup plus régulières. Enfin, si la nécessité en est là, on va passer à l'isolement, et là, on est vraiment dans un objectif de mise en sécurité, le patient et le service, avec un passage également très très régulier du psychiatre dans ces chambres-là. Et donc, pour organiser cet abord un peu dimensionnel comme ça de l'évaluation du patient, il va y avoir des aménagements des espaces hospitaliers qui vont également être dans les recommandations du moniteur, avec par exemple, est-ce que les chambres sont verrouillables, sont confortables, est-ce qu'il y a des espaces de rencontre, des espaces extérieurs, est-ce qu'il y a des chambres pour les familles, et on peut ou non gagner aussi dans le scoring du moniteur de cette manière-là. Quelques exemples des chambres. Donc on voit que ici c'est une chambre, un lit HIC classique, une chambre HIC classique. On voit qu'on est plus dans, ça ressemble un peu plus à une maison de repos, une maison de retraite ou un EHPAD, je sais pas comment je pense que ça se dit comme ça. On a des lits qui sont quand même assez sécurisés, mais
qui sont très déstigmatisants. On n'a pas des lits hospitaliers qui bougent ou avec les barreaux et tout ça pour des patients, surtout pour des patients jeunes, ben c'est toujours difficile à vivre. On peut avoir des plantes, on peut avoir de la domotique, on voit qu'il y a une télévision, tout ça. Ensuite, le studio de crise. Quand le patient va un peu plus s'agiter, on peut lui proposer de passer dans un studio qui ressemble vraiment à un studio étudiant, avec peut-être d'autres IFI, TV, chez IFI, avec un fauteuil plutôt qu'un lit, des possibilités d'apaisement, comme on le voit pour la jeune fille. Et si c'est nécessaire, j'accélère, j'arrive au bout. Si c'est nécessaire, on va aller sur des chambres d'isolement qui, si possible, vont être quand même repensées pour être sécurisantes, bien sûr, mais avec, si possible, même si on essaye parfois de limiter les stimuli, de la domotique au niveau des lumières, au niveau des écrans, des capacités de communiquer avec l'extérieur. On essaye d'éviter les chambres un peu trop fermées et cadenassées. On a quand même beaucoup de lumière, si possible des fenêtres, bien sûr. Les espaces communs, intérieurs, ici ici au-dessus à gauche, moi je trouve que certains sont un peu aseptisés, mais il y en a d'autres qui sont plus agréables, comme en bas à gauche. Et on repense ça aussi plus comme une maison de retraite qu'un hôpital. On essaie de sortir justement de cet aspect hospitalier. Il y a également les espaces extérieurs qui vont être pensés avec un jardin, si possible un potager, des choses comme ça. Alors c'est pour qui le HIC? Comme je l'ai déjà dit, déjà des patients qui sont en situation de crise, ça c'est absolument nécessaire. Et avec quand même un réseau minimum, mais vraiment minimum, c'est-à-dire un tout petit peu de famille, un médecin traitant, il ne faut même pas les deux, c'est largement suffisant déjà. Ce qu'il faut peut-être plus éviter c'est des patients qui se retrouvent vraiment sans réseau, dans des situations sociales absolument catastrophiques, parce qu'on sait que ça va dépasser les 9 semaines d'hospitalisation. La présence d'un bénéfice clair au modèle, ça c'est, je pense, absolument clair par rapport aux patients PEP, c'est d'avoir cet abord déstigmatisant, cette nouvelle unité qui peut leur être proposée, même si pour le moment, les critères, en tout cas en Belgique, sont beaucoup plus larges. On a quand même une majorité de patients qui souffrent de symptômes psychotiques, mais on peut avoir, je crois que le deuxième critère, c'est la suicidalité. Et donc, les critères psychopathologiques sont quand même larges. Mais alors, pourquoi est-ce que j'en parle ici? Parce que, en tout cas, moi, quand je suis en train d'implémenter ce système-là dans mon unité, je trouve que ça parle énormément pour mon unité, pour les jeunes qui souffrent de psychose ou de psychose émergente, mais aussi pour mon équipe mobile, parce que je trouve que ça croise vraiment les objectifs de l'intervention précoce, ce genre d'unité, avec une limitation du traumatisme, une visée vers la déstigmatisation, limiter le temps de SPI, des bilans et des plans thérapeutiques qui vont être adaptés, qui vont être individualisés, qui vont être repensés régulièrement pour le patient, et des équipes qui vont être transdisciplinaires et surtout spécialisées et spécifiques pour les difficultés rencontrées. Il y a comme ça cet abord un peu dimensionnel et souple dans la prise en charge. On va favoriser la relation et l'alliance aux soins, ce qui est quand même pour moi la base essentielle d'un programme d'intervention précoce. Favoriser l'engagement des familles et le lien avec le réseau. Travailler intensivement avec les équipes mobiles. Par exemple, pour une équipe comme Ecoton, on imagine tant l'équipe mobile Ecoton pouvoir intervenir dans un service, dans une unité HIC, mais à l'inverse aussi, imaginez un case manager Ecoton un peu dépassé par une situation, il va, je pense, plus facilement vendre, entre guillemets, peut-être 3 semaines, 6 semaines d'apaisement dans une unité comme celle-là, avec un de ses patients PEP, peut-être qui a déjà été hospitalisé ou même jamais, plutôt que de devoir peut-être attendre que la crise s'aggrave. Les philosophies, elles sont communes, rétablissement, empowerment, et les outils modernes utilisés au maximum. Là, j'ai passé, mais on peut être créatif et on peut utiliser tout ce qu'on veut en fait dans ces unités-là. C'est assez libre, mais donc GSM, musique, domotique, tout ça, ça va être présent. Et donc, pour conclure, moi je voulais vraiment finir sur cette image que même si on n'a pas de programme d'intervention précoce
développé en Belgique et je le regrette. On va nous utiliser, comme on le peut, en tout cas une équipe d'intervention précoce comme Ecoton, utiliser ces grandes réformes et tenter de les mettre un peu en musique, en mouvement, et on va essayer de les utiliser toujours vers un objectif commun d'aider le patient PEP. Et donc, voilà, moi je conclue ici. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, même si, comme tu évoquais pas un travail spécifique sous l'étiquette l'intervention précoce, c'est un grand travail à la faveur de la déstigmatisation et de la détraumatisation de l'accès aux soins psychiatriques. Et c'est ça aussi l'innovation et la créativité, et l'hôpital psychiatrique en particulier, aujourd'hui, en a besoin. J'ai stressé mes collègues pour avoir un temps utile pour vos questions et pour les débats. Vous avez eu 3 présentations assez larges sur une palette où le concept d'alternative à l'hospitalisation a été revisité de différentes manières. Sophie a évoqué clairement le modèle du suivi intensif de crise, en amont et en aval d'une hospitalisation psychiatrique. Dominique a évoqué l'importance fondamentale de pouvoir travailler sur la déstigmatisation des soins et des familles aussi, du côté des professionnels, si je comprends bien, ça a un impact évident sur les taux d'hospitalisation, sur le traumatisme associé à l'accès aux soins. Et Nicolas, effectivement, nous a aussi introduit au contenu innovant et adéquat d'un hôpital psychiatrique 2.0, si j'ose dire. OK. Question ? Je suis disposée à graver. Merci, c'est fondamental. Et c'est bien qu'effectivement, bien supporté dans plusieurs institutions en développement, il n'y a pas encore assez. Et puis, c'est une lutte claire contre le cloisonnement des soins et le fractionnement de la prise en soin. C'est crucial. Oui. Pour rebondir sur ce que vous dites, pour l'instant en France, je ne parle pas de Paris, en France, on a 3 parents aidants professionnels en tout. Oui, et oui. Oui. Je confirme. C'est mon prochain combat. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup tous les 3 pour vos présentations. Je trouve ça très inspirant puis audacieux. C'était très intéressant. J'avais des questions peut-être qui s'adressent et à Sophie et à Nicolas. En fait, mes questions sont autour de comment ça s'articule, en fait, parce que si j'ai bien compris, ces différentes équipes, c'est pas nécessairement des intervenants des cliniques PEP qui sont dans vos modèles de soins intensifs et d'hospitalisation. Donc, comment vous arrimez la continuité de soins, ou en tout cas, il y a peut-être des morceaux que j'ai moins compris. Puis, j'aimerais entendre tous les deux là-dessus. Puis, ma deuxième question était au niveau de aussi comment, peut-être de façon concrète, si vous pouvez donner un exemple d'une trajectoire d'un jeune, là, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de possibilités de durée de séjour et tout, mais à quoi ça peut ressembler typiquement, en fait, et comment la famille, quand elle peut dormir sur place à l'hôpital, comment ça se fait? Oui, alors... Je vais répéter à mesure 3 questions.
Alors, pour les équipes, d'abord, donc, ça reste quelque chose qui n'est pas spécifique pour les PEP. Simplement, moi, je vais l'utiliser comme un outil spécifique pour les PEP. Donc, moi, j'ai un service hospitalier qui a quand même la philosophie de l'intervention précoce, du rétablissement, même dans le service hospitalier qui est déjà bien établi. Donc ici, ça va être une forme de continuité et même si ils vont devoir s'ouvrir à ne pas que soigner des premiers épisodes psychotiques, donc il y a une formation qui va être donnée, qui va durer sur plusieurs années, très très ambitieuse. Donc j'en ai pas parlé ici, mais c'est vraiment très ambitieux. Moi, j'ai un peu du mal à parler de la pratique parce que je suis en train de l'implémenter. C'est pour ça qu'en fait, je suis vraiment dans cette philosophie et je suis en train plutôt moi-même de me poser la question comment je vais l'harmoniser entre mon équipe mobile, mon service actuel et cette unité qui va arriver. Donc, j'ai peut-être un peu moins de réponses pratico-pratiques sur des parcours spécifiques de jeunes ou sur comment l'équipe va s'adapter. Mais en réalité, il y a vraiment, c'est vraiment une fluidité avec ça devient beaucoup plus un hôpital porte ouverte, entre guillemets, avec des ouvertures, des réunions qui sont programmées avec l'extérieur, avec l'équipe d'intervention précoce. Vraiment fluidifier les choses, multiplier les intervenants. Et je pense que pour les équipes, parfois, qui sont un petit peu aussi à l'hôpital étouffées avec certaines situations, ça fait du bien, ou pour le patient, bien sûr, de voir aussi que les choses ne s'arrêtent pas en ambulatoire. Mais donc voilà, moi, par rapport à la pratique, c'est vrai que je peine un peu à répondre extrêmement, parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas présenté les résultats. Il y a des résultats des Pays-Bas, bien sûr, il y a des résultats de Flandre, parce que la Flandre a mis en place ses services, ses unités avec 2 ans d'avance sur nous. Et donc, ils sortent comme seulement leurs résultats. Nous, on commence à aller les voir. Et donc, nous, on est en train de mettre ça en place. Donc, moi, je suis plus en train dans une réflexion encore un peu théorique sur voilà le HIC, voilà ce que c'est comme unité, voilà ce que ça va m'apporter à moi, ayant un service PEP, parce qu'il n'y a pas de programme PEP ambitieux en Belgique. Et je vais voir un petit peu comment je vais l'articuler. Mais c'est vrai que sur la pratique, j'ai un peu plus de mal à répondre. Et par rapport à la troisième question, je sais plus. Alors, ah oui, la famille. Donc, encore une fois, il faut s'imaginer le moniteur là, avec les recommandations et les scores. C'est le score 5 d'avoir la famille dans le service. Hein. On n'a pas dès la première semaine d'ouverture, on va pas ouvrir. Moi, par exemple, dans mon unité qui est en train d'être mise en place, qui est le projet pilote, on ne va pas avoir de chambre pour la famille. Mais c'est vrai qu'à terme, on va avoir une unité de 24 lits dans notre institution, on aimerait bien garder une chambre ou deux pour la famille qui pourrait intervenir peut-être pas dans les 24 premières heures, parce qu'il y a quand même aussi une forme de déconnexion qui doit avoir lieu et d'accueil, mais qui peut venir si c'est nécessaire, si le patient le réclame, si on considère que c'est thérapeutiquement idéal, pourrait venir soit de passer la nuit, même avec le patient, soit dans sa chambre, soit dans une chambre parallèle pour intervenir au cas où. Et il y a des recommandations qui vont dans ce sens-là. Là, je ne saurais pas en parler au niveau pratique, à part qu'en effet, tout le monde saute un peu au plafond quand on annonce ça, mais encore une fois, c'est un processus très évolutif, la mise en place d'un programme HIC. Et donc, nous, on va vraiment y aller progressivement. On va voir déjà ce qu'on remplit en fonction de nos formations de base, et puis on va tendre vers ce processus-là, mais on n'y est pas encore, c'est sûr. Et je ne sais pas trop, je ne suis même pas sûr qu'aux Pays-Bas, tous les programmes HIC utilisent ce rooming in. Donc voilà, il faut quand même être prudent, ça reste des recommandations. Mais... Je reprends la question sur l'interface avec le PEP, finalement. Actuellement, ce qui se fait, c'est qu'il y a une rencontre commune à l'intégration au TIBD et à la fin du suivi TIBD. Il n'y a pas de rencontre commune pendant le suivi TIBD. Par contre, je pense que éventuellement, l'idéal, ce serait que le gestionnaire de cas reste quand même présent davantage pendant le suivi TIBD.
On vise quand même à changer un petit peu notre usage de l'équipe TBD là, dans la prochaine année. Avant, on l'utilisait beaucoup pour des patients qui avaient besoin de suivi plus intensif. Là, actuellement, comme à la clinique PEP, on fait beaucoup plus intensif qu'on faisait avant. On fait beaucoup plus d'outreach qu'on faisait avant. Probablement que notre utilisation, puis c'est là où est-ce qu'on va utiliser les critères que j'ai présentés, qu'on vient juste de mettre en place d'ailleurs, notre utilisation va être plus réservée vraiment aux patients sévères qu'on amènerait à l'urgence, ce qui fait que probablement que notre 10% actuellement, ben moi j'ai l'impression qu'il va rester 10% parce qu'on va avoir moins de patients moins sévères, mais on va probablement baisser notre 19% d'hospitalisation pour récupérer une partie, en tout cas c'est ce qu'on souhaite là, pour récupérer une partie au TBD. Mais fait, l'interface. Par contre, le psychiatre, il y a une latitude parce que c'est arrivé dans des périodes où est-ce qu'il nous disait, TIBD nous disait, on n'a pas de psychiatre disponible, mais on aurait un gestionnaire de cas, on aurait l'équipe TIBD disponible, et ils nous connaissent assez avec les années pour savoir qu'ils peuvent nous emprunter. Alors, c'est arrivé plusieurs fois, moi, dans les dernières années, où je me fasse dire, on n'aurait pas de place, sauf si vous acceptez de rester le psychiatre traitant. Alors moi, je restais le psychiatre traitant et le TIBD continuait. Puis ça, moi, j'ai trouvé que c'était les suivis les plus faciles. Par contre, petite nuance aussi, quand le psychiatre change, ils changeront jamais de médication sans nous interpeller. Fait qu'ils vont nécessairement nous demander notre avis. Fait que pour tout changement significatif dans les soins aux patients. Fait qu'on a vraiment établi avec les années une excellente collaboration avec eux. Dans la dernière année, on a 10% de la cohorte totale qui a utilisé les soins du TIBD. Oui, c'est ça. On avait un tiers en fait, nos références, il y en a un tiers de nos références qui viennent du TIBD actuellement, ce qui est quand même mieux que de l'hospice. Tout à fait, oui. Dans notre clinique PEP, actuellement, on a 19% d'hospitalisation. Là, au niveau, le ministère considère 29% parce qu'il intègre les hospitalisations et le suivi TIBD. J'ai regardé manuel, mais on a, depuis l'homologation, on est allé vérifier nos chiffres, c'est justement 10% de TIBD et 19% d'hospitalisation. Ce qui est beaucoup, mais qu'on vise à réduire. C'est pour Dominique. Et, je m'appelle Alejandro Maturana, je suis pédopsychiatre de l'Amérique du Sud. Je viens de Chili. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez fait pour travailler avec l'idée de travailler sans diagnostic. Parce que pour nous, moi c'est une très bonne idée pour moi, mais pour nous, avec la pression de la famille, de l'institution de santé, de l'institution judiciaire, pour nous c'est impossible. C'est pour ça que... Comment est-ce que vous savez faire? Alors, ça, c'est par rapport au programme BREF, où il n'y a pas besoin de diagnostic, parce que l'idée, c'est qu'on se situe très tôt, dès la première hospitalisation, ou dès les premières consultations, en fait, dès qu'on entre dans un monde de la psychiatrie. Et là, on ne peut pas. Il n'y a pas de... Je veux dire, c'est le tout début. Et donc, on n'a pas de diagnostic. Des fois, on en a un très vite, mais pas dans... L'idée, c'est qu'on intervienne, qu'est-ce qu'on va dire, dans les 2 mois de du premier rendez-vous en psychiatrie. Ça s'est passé sans aucun problème. Et après, quand on passe à ce qu'on propose, c'est justement parce qu'on a un diagnostic probable. On n'a pas besoin non plus, pareil, d'une étiquette, c'est tel diagnostic. Hypothèse de Par exemple, le PEP, c'est l'emploi de la CARMS, et puis c'est les différentes étapes de la prise en charge, où on pense qu'on est vraiment, on remplit les critères du PEP, du premier épisode psychotique. Si on a, je l'ai pas développé tout à l'heure, si on est dans la schizophrénie, on a le programme Profamille. Si on est dans les maladies rares à expression psychiatrique, on a le programme PsyRare. Et on a comme ça, et on peut envoyer ailleurs à d'autres collègues, parce qu'évidemment, l'idée, c'est que c'est pas possible que ce soit un service qui fasse tout. Okay. C'est vraiment comment je vais développer mon maillage au niveau territorial. Et après, vous travaillez avec des diagnostics compréhensifs ou des diagnostics sur les classifications. Et on part toujours de diagnostics de ce qu'ont compris les familles, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce que ça fait pour eux, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce que les grands-parents ont raconté, qu'est-ce que le voisin a raconté. Et on part vraiment de leurs connaissances à eux pour essayer petit à petit de construire. Okay, merci beaucoup. Des questions encore? Oui, moi j'avais...
une question. Dominique, vous avez déjà des résultats d'évaluation préliminaire par rapport à l'impact de votre programme, notamment en termes de qualité, de satisfaction aussi Alors, satisfaction, ça on a déjà. En fait, on a aussi commencé juste avant le Covid. Donc ça a été un tout petit peu compliqué, il y a eu un coup d'arrêt, mais on en a profité pour retravailler le programme. La satisfaction des participants, elle est, ça, il n'y a pas de problème, mais on voudrait aussi voir, elle est manifeste, ils le disent. Et du coup, on leur a proposé, suite à ce qu'ils disaient, de faire en fait une séance 3 mois plus tard pour faire en fait des travaux pratiques. Qu'est-ce que ça a donné, tout ce qu'ils ont appris, comment est-ce qu'on, avec des situations du quotidien. Et puis, on est en train d'essayer d'évaluer, on fait passer des échelles avant et après le programme sur la dépression, le coping et les connaissances. Et ça, je n'ai pas eu le temps de rentrer les résultats. D'accord, ok. Et puis, idem pour les patients, en fait, la dame qui est intervenue au début, je m'excuse, j'avais compris proche aidant et pas père aidant, mais effectivement, la question c'est aussi, est-ce que vous avez un retour de la part des patients, des pères aidants, vous travaillez avec, en termes de satisfaction, est-ce que l'impact aussi sur la traumatisation, est-ce qu'elle diminue? Est-ce que vous avez des pistes par rapport à cela? Je me réfère aux 3. Moi, je suis toujours. Nous, on travaille avec. On a dans l'équipe un père aidant, une père aidante d'ailleurs, toute jeune, comme nos patients, qui est ravie d'être avec nous, travailler avec nous, et les patients sont ravis, les familles disent ah bon, on peut la rencontrer? Ben oui. C'est pas un problème. Et moi, mon combat actuel, c'est effectivement d'avoir des pères aidants, parents professionnels, financés par l'hôpital, comme pour les pères aidants actuellement. C'est prévu. Très bien. Nous, à la clinique PEP où je travaille, on a une père aidante qui vient juste de travailler. En fait, elle a fait une superbe transition. Je considère que c'est le meilleur établissement possible. Elle a fini son suivi avec moi et la semaine suivante, elle me tutoyait. C'était ma collègue. Donc, c'est un beau cheminement et elle est très fière de ça. Je pense pas qu'au TIBD, ils ont de père aidant, par contre. Mais il y en a quelques-uns dans l'hôpital qui peuvent être sollicités au besoin. Oui, pardon, Nicolas. Oui, mais j'allais dire, moi, pour le programme HIC, c'est pas encore, je n'ai pas encore de recul, mais pour un programme PEP, on est en train, nous, d'intégrer un père aidant. On a eu des immersions de pères aidants, d'experts du vécu père aidant, mais qui n'avaient pas, eux, vécu un programme PEP, qui avaient vécu plus la psychiatrie plus classique, plus ancienne, avec un diagnostic très vite posé. Et on a remarqué que ça pouvait poser aussi certains problèmes d'arriver avec ce vécu très hospitalier, très diagnostique, là où nous, on tend justement à rester en retrait, à diagnostic. Et donc, on est, nous, actuellement en train de redéfinir un profil de post-père aidant plus adapté à un programme PEP, et c'est pas évident, il y a vraiment des subtilités. On a remarqué que les immersions étaient positives, largement positives. Attention, je dis pas que c'est... Mais il y avait certains petits points où on se disait, attention, là, comment est-ce qu'on pourrait mieux gérer, comment est-ce qu'on pourrait